bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Findiquian pour vous présenter la nouvelle émission du club Ararat TV Dialogue. Le club Ararat TV Dialogue est consacré aujourd'hui à un grand nom de la communauté arménienne de Marseille, un homme qui a consacré toute sa vie à la passion du meuble, une passion qui dure depuis plus de 50 ans. Nous accueillons le fondateur des meubles Gazarian, Pierre Gazarian, bonjour. Bonjour. Alors Pierre Gazarian, vous êtes connu pour être un homme sérieux, acharné au travail. Vous n'avez cessé de gravir les échelons qui vous ont conduit à être respecté tant dans votre profession qu'auprès de votre clientèle. Une clientèle qui vous témoigne fidélité et amitié sincère. Depuis plus de 50 ans, ce sérieux et cet amour du bois, vous l'avez depuis transmis à vos enfants. Vous êtes également une figure célèbre de la communauté arménienne de Marseille qui parle de vous en termes élogieux, humanistes, généreux, parcours sans faute. Alors Pierre Gazarian, êtes-vous vraiment devenu un homme parfait ? Je ne sais pas si les autres me jugent parfait. C'est en fonction que de ma vie, de ce que j'ai fait pendant mes plus de 50 ans d'exercice qui fait que les gens qui me jugent, donc... moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est d'être très sérieux dans mon travail, d'aimer mon travail, de respecter le public et de donner satisfaction à une clientèle qui est devenue aujourd'hui très importante et qui me font une entière confiance. Alors Pierre Gazarian, rappelez-nous quand, comment et où votre vie a-t-elle commencé ? Écoutez, moi je suis né en 1930, je suis de la première génération, mes parents sont des rescapés du génocide arrivés en France dans les années 25-26. Oui. Je suis donc de la première génération née en France et mes parents ont vécu dans des orphelinats. Ils sont originaires de Carpout et donc ils ont fait l'orphelinat ensemble. Ils se sont retrouvés ici à leur arrivée à Marseille, puis ils se sont retrouvés, ils se sont mariés. Et nous sommes 3 frères. Donc on a eu, moi je suis le frère cadet, j'ai un frère aîné, moi et un jeune frère, dont 3 garçons. Alors, on a quand même traversé des périodes très difficiles. Très difficiles avant la guerre. La situation des premiers arrivants du génocide, c'était des situations de pauvreté, de misère, donc il faisait du fait qu'il ne connaissait pas la langue, il faisait les travaux les plus pénibles, il travaillait dans les mines, il travaillait dans les ports, donc tout ce qui était travaux pénibles, manuels, et donc ils ont vécu dans la misère, dans la pauvreté. Après arrive la guerre, donc après il y a eu 5 ans de privation de la guerre, et les Arméniens de la première génération ont commencé un peu à grandir, à apprendre le français, et donc ils se sont ressaisis, ils se sont dit, on ne va pas vivre pauvres comme ont vécu nos parents, on va retrousser nos manches et on va faire le nécessaire pour s'élever dans la vie sociale. Alors vous avez un lien de parenté avec la famille du couturier Alain Manoukian ? Alain Manoukian, c'est un petit-neveu. C'est un petit-neveu. C'est un petit-neveu. La mère d'Alain Manoukian et mon beau-frère, c'est frères et sœurs. Voilà, c'est ça. C'est frères et sœurs. Alors, on confond souvent Alain Manoukian avec André Manoukian. J'avais lu un article dans la presse où on confondait André et Alain. Oui, André Manoukian qui est l'un des membres du jury de la Nouvelle Star. La Nouvelle Star, c'est une grande... Et grand amateur de jazz comme vous aussi. On en parlera dans un instant. Grand amateur de jazz, puisque j'ai pas mal de ses disques. Oui. Qu'un ami de Paris me l'envoie. Est nommé Ara Krikorian, qui est un amateur de jazz également. Chaque fois qu'il y a un disque qui sort d'André Manoukian, il me l'envoie par la poste et je l'écoute régulièrement. Alors on reparlera jazz dans un instant. Alors à 14 ans, Pierre Gazarian, vous abandonnez vos études et vous devenez apprenti ébéniste. Je deviens apprenti ébéniste parce que d'une manière générale, j'avais fait de bonnes études primaires.
primaire. C'était rare dans la communauté arménienne où on ne connaissait pas la langue et il fallait émerger. Oui. Il paraît que j'étais un de ceux qui avaient fait des bonnes études dans le primaire et qui étaient sortis du lot pour fréquenter le secondaire. Bon, alors j'ai fait la cinquième, la sixième, la cinquième, la quatrième. J'apprenais l'anglais et je vivais dans un quartier d'Arméniens à Saint-Loup là-bas, où on a appelé la petite Arménie. La petite Arménie. La petite Arménie. Il y a même une fille, Lydie Belmont, qui a écrit un livre qui relate la vie communautaire des Arméniens de Saint-Loup là-bas. Et donc, après avoir franchi les 4 années d'études secondaires, alors mon père décède d'une péritonite en 1944. Alors, il n'a pas eu de chance parce qu'il a eu cette péritonite juste au moment où Marseille se libérait. Il y avait des bombes qui tombaient dans tous les sens. Il y avait des tirs de mitrailleuses, des canons de DCA. Et juste à ce moment-là, mon père a une péritonite. Avec difficulté, on l'a transporté dans une clinique et 15 jours après, il est décédé. On ne sait pas qui c'est qui l'a opéré. C'est-à-dire que si on l'avait opéré 15 jours avant ou 15 jours après, je crois que mon père aurait été en vie. Là, je crois qu'il a été... c'est bête de mourir d'une appendicite. Alors après, ma mère veuve à 39 ans, mon frère aîné 16 ans, moi 14 ans et mon jeune frère 7 ans. Donc sans aucune ressource. Donc on a été obligé d'abandonner les études, mon frère aîné et moi-même, pour travailler, pour essayer de gagner 4 sous pour subvenir au loyer, pour subvenir aux besoins de la famille. De la famille. Et alors, il faut attendre 1952 pour voir donc votre atelier de fabrication s'ouvrir, de fabrication de meubles s'ouvrir à Marseille. Hein, c'est en 52, je crois. C'est en 52. Après avoir fait, donc dès que j'ai quitté l'école, j'ai fait l'apprenti ébéniste en 45, 44, 45, à la fin de la guerre. Et puis comme j'avais le métier en main de 46 jusqu'en 52, donc j'avais quand même une formation d'ébéniste, et je me suis installé comme artisan ébéniste en 1952. Alors il faut dire qu'à cette époque-là, il y avait toute la France à reconstruire, la demande était plus forte que les possibilités de fabrication. Oui. Donc il y avait une demande très très folle, très très grande, et donc si vous voulez, j'ai profité de cette occasion pour développer votre entreprise. Pour développer mon entreprise. Ouais. Ah, parce qu'en 64, vous allez débuter la construction d'une fabrique à Vitrolles aussi. Hein, c'était en 64, alors, je crois. Après, la demande était tellement forte. J'avais laissé au début, je travaillais pour des particuliers. Je faisais des meubles sur mesure avec des dessins et tout à des particuliers. Puis alors, j'ai abandonné cette pratique et je me suis mis à fabriquer des salles à manger que je vendais à des marchands de meubles locaux. Oui. Marchands de meubles locaux. Alors, comme la demande était très forte et les marchands de meubles me sollicitaient toujours de plus en plus de production, donc il fallait fabriquer plus pour faire face à la demande. Je me suis dit, je tiens le bon bout. La demande est très forte. Il faut y répondre. Il faut répondre. C'est là où j'ai embauché. Et donc ma production en 1960. J'étais pas encore installé à Vitrolles. Je suis installé à Vitrolles en 65 à peu près. Oui. Et en 1960, j'avais 30 ouvriers et je fabriquais 100 salles à manger par mois que je distribuais dans tout le sud-est. Et en 66, alors vous obtiendrez la médaille d'or NF de la qualité. Ah, c'est déjà une première récompense, une première reconnaissance officielle. Mais après donc j'étais le spécialiste de la salle à manger. Je fabriquais des salles à manger que je distribuais dans la France entière. Et donc, en 1964, comme j'étais très méticuleux dans mon travail, je tenais absolument à avoir le label NF apposé à l'intérieur des meubles que je fabriquais. Et donc, le fait d'avoir le label NF à l'intérieur des meubles, c'était signe de qualité. Donc, ça augurait des bonnes ventes auprès des particuliers. Bon. Et après, en 66, 67 et 69, le Centre technique du bois a reconnu notre production et il a considéré que notre production
d'après un référendum effectué auprès de milliers de marchands de meubles, notre production est arrivée parmi les 12 meilleures productions françaises. C'est la raison pour laquelle on a obtenu cette médaille d'or reconnue donc par le Centre technique du bois. Et pour moi, ça a été une réussite. Alors, Pierre Gazarian, on a demandé à quelques personnes que vous connaissez d'intervenir pendant cette émission. Et là, nous sommes en liaison téléphonique avec Maître Levon Jolakian, que vous connaissez, qui est le président du Fonds arménien de France pour le Sud. Maître Jolakian, bonjour. Bonjour. Maître Jolakian, eh bien, je crois que vous avez une question à poser à Pierre Gazarian, que vous connaissez. Ah, Pierre, je le connais très bien sûr. Bonjour Pierre. Bonjour Jolac. Moi, je t'appelle Jolac, je t'appelle pas Léon. Ah, oui, bien sûr. Jolac. Tu sais que c'est toujours un très grand plaisir de discuter avec toi et de parler de tous tes souvenirs. Mais moi, c'est pas tellement ta carrière professionnelle qui m'intéresse, qui m'interpelle un petit peu, parce que c'est vrai que c'est une carrière exceptionnelle. Et je voulais simplement te rappeler quand même qu'au fond de toi-même, tu as quand même dans tes souvenirs des regrets de ne pas avoir accompli telle ou telle action, notamment dans le domaine du sport, car tu étais un pilier incontournable de la défense de l'UGA Lviv. Et je ne sais pas si tu en as parlé, mais... Non, on n'a pas abordé le problème sportif. De ta jeunesse, ça. Oui. Donc, et tu avais des souvenirs incontournables que tu nous racontais au coin du feu, là, de temps en temps. Oui. Et donc, eh bien, si tu pouvais nous raconter quelques souvenirs... Quelques anecdotes que j'ai vécues pendant ma période où j'ai joué au football, c'est ça, à l'UGA? Eh oui, bien sûr, parce que... je pense que c'est une partie importante de ta jeunesse. Alors une anecdote, Pierre Gazarian, à l'UGA. Une anecdote qui vous revient en mémoire. Il en a plein des anecdotes. Eh oui, je sais. Il y en a pas qu'une d'anecdote. Alors la plus extraordinaire, on va dire. La plus extraordinaire, c'est l'état d'esprit de l'époque. Oui. Donc, je me souviens que tu nous racontais que ton entraîneur vous disait attention quand la balle arrive. Il disait quand la balle. Mais le bonhomme jamais. Alors quand la balle arrive, bon, il vaut mieux casser la jambe de l'adversaire plutôt que c'est pas bien de le dire au micro, mais disons que alors les Arméniens ils disaient Drac. À UGA, restez calme, Drac Godrecek, votre guerre, il disait. Oui, parce qu'on défendait les couleurs de l'Arménie. Quand on perdait, c'était l'Arménie qui perdait. Quand on gagnait, c'était l'Arménie qui gagnait. Donc, on avait des consignes pour donner tout ce qu'on avait dans le ventre, et il y avait toute la communauté arménienne qui était derrière nous, qui venait nous voir là, et une défaite pour nous, c'était le malheur, c'était le drame. Voilà. Ouais. Merci Levon Jolakian, à très bientôt. À bientôt. Alors, il y a bien sûr le foot, mais il y a aussi le jazz dans votre vie qui est très important. Et donc, il y a une personnalité du jazz célèbre, en la personne de Charlie Parker, que vous adorez. Alors, comment avez-vous découvert le jazz, Pierre Gazarian? J'ai découvert le jazz. Vous savez que j'étais bercé pendant mon enfance. Toute votre enfance? Par mon frère aîné, Paul. Oui. Qui avait 8 ans et qui prenait des cours de violon, là. Oui. Cours de violon. Donc pendant toute ma jeunesse, j'étais bercé par le son du violon, et son professeur, c'était un Arménien, et tous les morceaux arméniens, donc des morceaux célèbres, mon frère les jouait au violon. Donc si aujourd'hui j'écoute les morceaux arméniens, c'est des morceaux que mon frère a joués quand il avait 8 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, j'ai toujours aimé la musique. Maintenant, pourquoi le jazz? Le jazz, à la fin... Ça représentait quoi, le jazz, à l'époque? Le jazz, tant que les Américains n'étaient pas là. Oui. J'ai connu la fin de la guerre. Donc, et juste à Saint-Loup, où j'habitais, la guerre était terminée, et il y avait un camp d'Américains. Et du matin jusqu'au soir, ils avaient des radios.
et il y avait il mettait à fond du jazz américain. Il y avait même une émission à l'époque, une émission qui était destinée pour l'armée américaine basée en Europe, qui diffusait 24 heures sur 24 du jazz. Bon, et j'avais réussi à acheter un poste radio à l'époque, ce qui était rare. Quelqu'un qui possédait une radio, c'est l'exception. J'avais réussi à avoir une radio et je captais du matin jusqu'au soir la radio destinée à l'armée américaine qui diffusait ce jazz-là. Et c'est là où il m'est venu mon amour, ma passion pour la passion du jazz. Passion du jazz, ouais. On va écouter tout de suite Charlie Parker, Night and Day par The Bird.